Bonjour Marisa, Bonjour Carmen. bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de l'ESNA. Nous allons aborder lors de cet entretien, lors de cet échange, une thématique qui me tient particulièrement à cœur puisque tu es vétérinaire en Suisse, tu te trouves à Neuchâtel et tu es spécialisé en alimentation fonctionnelle. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous parler de qui tu es, ton parcours et tes spécialités. Et puis ensuite, on enchaînera sur notre interview. Merci beaucoup Carmen. Merci pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de partager un petit peu de qui je suis, comment je travaille, un peu de ma vision par rapport à la médecine vétérinaire, un petit peu de mon parcours. Alors, pour me présenter, je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, je suis portugaise. J'ai fait mes études au Portugal, à Lisbonne. J'ai fini ma formation en 2013. Mhm, J'ai pu aussi faire un petit peu de chemin en Espagne, à Cáceres, où j'ai fait une petite investigation sur la parasitologie. mhm, J'ai profité aussi pour donner quelques cours par rapport à mon investigation. Donc, c'était très enrichissant de faire aussi ce parcours là-bas. mhm, Ensuite, j'ai finalisé donc à Lisbonne en 2013 et puis à cette période, c'était une période un petit peu difficile au Portugal pour trouver du travail et donc j'ai profité de la situation de ma sœur, elle était en Suisse mhm, à l'époque et je suis venue lui rendre visite tout mhm. simplement pour connaître un peu le pays. Et je suis restée et les opportunités sont apparues. Mhm, Donc, j'ai commencé à travailler en Valais avec un vétérinaire déjà qui était branché dans la médecine intégrée, intégrative. mhm. Il faisait déjà l'acupuncture, la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc, il m'a beaucoup inspiré et c'est lui qui m'a montré la formation à Paris où j'ai fait ma spécialisation d'acupuncture, D'accord. de médecine traditionnelle chinoise. Et ça, c'était en 2015. Donc j'étais déjà passionnée par tout ce qui est plantes, la vie un peu naturelle, parce que quand j'étais petite, mes grands-parents, ils avaient aussi une ferme, Mhm. donc j'étais toujours entourée de beaucoup d'animaux, beaucoup de nature, et c'est resté un petit peu dans mes gènes, on va dire comme ça. Donc en 2015 et 2016, j'ai fait cette formation de médecine chinoise à Paris, en France. J'ai travaillé un petit peu avec ce vétérinaire. J'ai eu ma reconnaissance de médecin vétérinaire en Suisse. Mhm. Et puis en 2017, j'ai déménagé à Neuchâtel où j'ai trouvé du travail comme médecin vétérinaire avec Dr Felrat, qui était aussi un vétérinaire biologiste aussi. Et lui, il travaillait déjà avec l'homéopathie. Donc, c'est lui qui m'a introduit par la suite à étudier l'homéopathie parce que sa clientèle, elle était très demandeuse de cette façon de traiter les animaux. D'accord. Donc, ça m'a permis de étudier l'homéopathie et la biologie fonctionnelle. Donc, les deux choses en même temps. Euh, Bien sûr qu'on s'arrête jamais, on étudie l'homéopathie, la biologie fonctionnelle, mais il y a tout le reste qui vient avec, comme la phytothérapie, l'aromathérapie, l'oligothérapie, les fleurs de bar. Donc tout ça, c'était dans cette biologie fonctionnelle, dans cette approche de biologie fonctionnelle. Et donc en 2018, j'ai eu ces deux diplômes de homéopathe et de biologie fonctionnelle. Après, j'ai continué à travailler avec Monsieur Felrat jusqu'à fin 2020.
Mhm. En 2021, je suis allée un petit peu au Portugal. J'ai fait une petite transition au Portugal où je me suis installée comme médecin vétérinaire indépendante et je faisais des consultations à domicile. D'accord. Mais je continuais à collaborer avec Dr. Felrat. Pendant cette période, en 2021, donc j'étais au Portugal et en Suisse. Euh, et en fin de 2021, il y a eu cette opportunité parce que Dr. Ferrat, il est parti à la retraite. Mhm. Et du coup, l'opportunité, elle était là. Et donc, j'ai pris ma décision d'ouvrir mon propre cabinet qui s'appelle Marvet à Fontaine-Melon. Donc, j'ai créé ma propre marque. En 2022, j'ai ouvert mon cabinet. Et je dis que je travaille avec la médecine vétérinaire intégrative, intégrée, parce que j'ai cette approche, on peut parler d'holistique, mais ça comprend aussi l'allopathie, tout ce que j'ai appris à l'université, donc l'allopathie, la chirurgie, et tout le reste que je viens de décrire. Par la suite, j'ai commencé aussi une formation de médecine préventive. Ça, c'était online avec une consoeur du Brésil. Mhm. Ça, c'est aussi une approche très, très intéressante que j'utilise aussi dans ma pratique, la prévention. Je parle toujours de prévention. Et ça rejoint aussi tout le reste, l'homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise, la biologie fonctionnelle, sauf que on donne des actions de prévention au maître des animaux pour que l'animal il devienne le moins possible malade. Parce que des fois, il y a des petites actions Mhm. que on peut utiliser tous les jours, tout simple, des actions toutes simples pour que l'animal il soit protégé. Et puis, pour finaliser mon parcours de formation, cette année, j'ai commencé la formation, la spécialisation de chirurgie pour les petits animaux. D'accord. Ben voilà un beau parcours, hein, donc qui t'a permis de voyager pas mal. Alors que ce soit physiquement ou même en visio, puisque tu te formes également à distance. J'aimerais revenir sur justement cette formation au Brésil avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque tu m'as dit avant l'interview que au Brésil, ils étaient vraiment très en avance, même par rapport à vous en Suisse ou à nous en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapidement en deux mots concernant aujourd'hui, là, on va dire la médecine vétérinaire intégrative, mais comment ça se passe aujourd'hui au Brésil? Alors, depuis le début de mon parcours, donc quand j'ai finalisé mes études, j'ai commencé un peu à chercher des confrères qui travaillaient justement dans cette vision le plus naturelle possible. Déjà ma thèse finale de fin de formation comme médecin vétérinaire sur la parasitologie, j'ai toujours cherché des traitements le plus naturels possible. Mhm. Et j'ai trouvé justement au Brésil déjà des confrères qui étudiaient pas mal, qui utilisaient pas mal la phytothérapie, l'alimentation naturelle. C'est avec eux que je me suis beaucoup, beaucoup inspirée au début. Et le vétérinaire avec qui j'ai travaillé en Valais, lui-même, il est brésilien. Donc lui, il m'a guidé un peu aussi, parce que je parlais portugais, à chercher dans cette langue au Brésil Mhm. beaucoup, beaucoup d'informations. D'accord. Et je continue toujours, par exemple, une autre thérapie qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ozonothérapie. Oui. Et l'ozonothérapie, ils organisent beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup de cours, même internationaux aussi. Donc, ils sont vraiment très avancés et pour ceux qui parlent portugais, c'est super parce que c'est très accessible à la langue. Mais j'ai connu aussi au Portugal, j'ai pu faire une petite formation d'un week-end sur la médecine intégrative focus oncologie. Mhm. Et c'est justement un confrère brésilien qui donne des conférences
partout dans le monde qui a donné une partie de cette formation, qui a parlé d'ozonothérapie et d'autres thérapies complémentaires qu'on a discuté. Et c'est vraiment très inspirant. Le Brésil, pour moi, c'est toujours une référence à ce niveau-là. Alors, je te remercie de parler de ça parce que moi, effectivement, ça m'intéresse énormément. Donc, ce sera peut-être la thématique d'une prochaine interview avec toi pour l'ESNA. Alors, l'ozonothérapie, ça me parle parce que je me suis formée en zoocosmétologie, donc la cosmétique naturelle pour animaux, dans une école au Canada. Et c'est là que j'ai découvert l'ozonothérapie. D'ailleurs, j'ai une baignoire d'ozonothérapie pour mes bulldogs français. Et c'est pour ça que, bah, comme je te suis sur les réseaux, j'ai vu tes vidéos. J'ai dit, bah, tiens, j'ai la même baignoire. Elle utilise l'ozonothérapie dans ses soins. C'est extraordinaire, donc en cabinet vétérinaire. Donc, mais ça ferait peut-être, si tu es d'accord, plus tard une autre thématique, donc un autre sujet d'interview pour pouvoir tout simplement informer et expliquer qu'est-ce que l'ozonothérapie, comment ça marche, pourquoi et pour qui à quel moment. Bien sûr, avec grand plaisir, Carmen. Merci. Alors, nous allons aborder donc la thématique de notre interview, donc qui est l'alimentation fonctionnelle. Et à travers cette thématique, nous allons aborder deux notions, donc qui est la notion de nutrigénomique ainsi que de la notion de diététique chinoise, qui sont deux aussi de tes spécialités. Alors comme introduction, donc la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que une alimentation fonctionnelle donc pour les animaux, notamment pour les chiens et pour les chats? Alors, très bien. Donc, je vais essayer de parler le plus simple possible, comme je Oui. fais dans mes cours et puis dans mes consultations aussi. Je trouve que c'est très important de parler simplement avec un langage simple pour qu'on se comprenne tous. Après, il y a des termes vraiment qui sont spécifiques de cette branche, la nutrigénomique. Donc, c'est une science, en fait, qui étudie l'impact de l'alimentation. Mhm, On va voir quels aliments on parle, mhm. l'impact de l'alimentation dans les gènes, dans la génétique de l'animal. D'accord. Euh, on parle aussi beaucoup d'anatomie et physiologie quand on parle d'alimentation fonctionnelle. Je vais essayer de structurer un peu comment je réfléchis par rapport à ça. Donc, si on parle d'anatomie et de physiologie, on va penser comment l'animal il est préparé pour recevoir déjà un aliment et pouvoir le digérer, tout simplement. Est-ce qu'il a les enzymes pour ou est-ce Mhm, qu'il n'a pas les enzymes pour? Donc, la nutrigénomique, il y a plusieurs scientifiques, généticiens qui ont étudié, notamment, on parle des gènes à ce moment, des gènes qui montrent que, effectivement, les chiens, là je parle que des chiens, les chats c'est un peu différent parce qu'ils sont des carnivores stricts. mhm, Donc on peut les comparer avec les loups. Mais le chien d'aujourd'hui, les généticiens, ils ont découvert en fait il y a des gènes qui ont souffert des mutations mhm, et qui codent pour des protéines qui vont produire la capacité de l'organisme de digérer l'amidon. Donc ils vont avoir plus d'amylase mhm, dans son organisme. Et c'est pour ça aussi que je suis d'accord d'introduire les glucides dans l'alimentation des chiens, parce que justement, ces scientifiques, ils ont découvert que effectivement, il y a des gènes qui codent pour cette information dans l'organisme, donc ils sont capables de digérer l'amidon. Est-ce que tu es en mesure de nous donner en quelle proportion, par exemple? Entre 3 et 40 les chiens, entre 3 et 40 Pour ça? gènes. Non, Gènes. en proportion, c'est-à-dire le pourcentage
par exemple, dans l'alimentation, est-ce qu'on peut, dans une ration, ils sont capables de digérer enfin, 3%, 10% de glucides. Est-ce que tu es en mesure de nous donner un pourcentage? Par rapport au chien, tu dis. Oui, par rapport au chien, Par rapport au chien, alors, il y a plusieurs possibilités. oui. Mhm. Donc là, on parle de quantité. Ça, c'est la question maintenant. Après, on va parler de la qualité, de la biodisponibilité aussi de l'aliment. C'est ça qui dit aussi qu'il est fonctionnel, en fait. C'est la Mhm. capacité d'assimilation, la biodisponibilité. Il y a d'autres points qui disent pourquoi un aliment, il est fonctionnel. On va regarder. Mais pour te répondre, alors, la quantité. La quantité, ça dépend de l'état physiologique de l'animal, Mhm. croissance, adulte, vieillissant. Mhm. Ça dépend aussi de son activité physique, si Mhm. c'est un animal qui a beaucoup d'activité ou pas, Mhm. s'il est en gestation ou pas, Mhm. reproducteur ou pas, et puis s'il a des problèmes de santé parce D'accord. qu'il y a vraiment des proportions spécifiques pour chaque problème de santé. Mhm. On peut parler par exemple problème de foie, problème des reins, les plus courants qu'on voit en clinique, les problèmes de peau. Mhm. Euh, le challenge ici, c'est aussi de découvrir, de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va choisir. C'est quoi le glucide qu'on on va choisir. Là, Mhm. parlant de glucides, parce qu'on a trois catégories de aliments fonctionnels dans notre alimentation. Les glucides, donc là, on parle d'amidon, protéines et lipides. Mhm. Donc, ces trois catégories, on les inclut dans cette alimentation selon la vision nutrigénomique. D'accord. Parce que on sait que le BARF, c'est un petit peu différent, mais on va pas spécifier, aller en profondeur dans cette ligne, le BARF. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, c'est que on ne peut pas donner le même pourcentage de glucides sans parler de la qualité. À un chien qui est en croissance, on va donner, je suppose, on peut donner, je suppose, un pourcentage plus élevé puisqu'il est en croissance, mais peut-être que je me trompe. Un chien qui est adulte et pareil donc en fonction de si est-ce qu'il a une activité physique plus ou moins importante. Donc j'imagine que s'il a une activité physique importante au quotidien, on peut se permettre d'augmenter un petit peu la dose de glucides qu'on va lui donner. Pour les seniors, vu qu'ils ne font pas grand-chose, à ce moment-là, j'imagine qu'il faut donner un pourcentage moins élevé qu'à un chiot ou un chien adulte en activité. Est-ce que c'est ça? Euh, Presque. Par Alors, contre, un animal en croissance, donc on doit toujours penser que le plus important dans une alimentation, c'est les protéines. mhm, Donc un animal en croissance, il a besoin d'un taux de protéines très élevé, justement pour la construction de tout son organisme, la matière, les muscles, même au niveau sanguin, les anticorps, son système immunitaire, il est en développement. Donc, il a besoin d'acides aminés mhm. et tout ça, ces nutriments, ils viennent des protéines. D'accord. Alors, s'il fait de l'activité physique aussi en adulte, mais ma question c'est est-ce qu'on va donner un pourcentage de glucides, même si effectivement la protéine, en tout cas selon ma vision des choses, reste quel que soit l'âge de l'animal, mais bon, ça, on peut avoir des points de vue qui divergent là-dessus. Mhm. Reste quand même l'aliment principal parce qu'ils ne sont pas carnivores stricts, contrairement aux chats. Ils sont quand même carnassiers, à tendance omnivore, puisque comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, ils ont des gènes qui ont muté par rapport aux chats. Les chiens ne sont pas considérés comme des chasseurs, comme un chat peut l'être. D'ailleurs, il mange jamais ses proies chaudes. Euh, mais un chiot va dépenser beaucoup d'énergie. Alors, on sait qu'effectivement, l'apport protéique, au bout d'un moment, s'il est important, va se transformer justement en carburant, donc en glucides pour pouvoir suivre la croissance du chiot.
Mais du coup, pour revenir à ma question initiale, à quel stade on va pouvoir donner un pourcentage de glucides plus important sur un animal en bonne santé, puisque les pathologies, encore une fois, c'est à part, mais un chien qui est en bonne santé, est-ce que c'est à l'âge adulte qu'on va pouvoir augmenter la ration d'amidon? Donc, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'amidon, c'est ce qu'on trouve dans les croquettes. Alors, on n'est pas en train de parler encore de la qualité, mais quelle que soit la qualité, dans les croquettes, on trouve de l'amidon, puisque pour ceux qui nous suivent, l'amidon, c'est ce qui va permettre, entre autres, de donner la forme à la croquette. C'est ce qui va servir de colle. Donc, dans toutes les croquettes, même dans les sans céréales, on va retrouver de l'amidon. Alors pas forcément l'amidon de riz, mais dans les croquettes qu'on appelle sans céréales, on va retrouver soit de la patate douce, soit de la betterave par exemple. Mais ça reste quand même de l'amidon, puisque sans ça, on ne peut pas avoir la forme d'une croquette. Mhm. Exactement. Je dirais l'âge adulte. De ce que j'ai D'accord, étudié, c'est l'âge adulte qui, qui est censé de recevoir plus de glucides. d'accord, ok, Oui. très bien. Après, les lipides, normalement, on oublie un peu la catégorie des lipides, mais il faut pas qu'on oublie que les chats et les chiens, ils ont une capacité énorme, on va dire, de brûler Mm. cette énergie et de la transformer en énergie métabolisable. Ça, D'accord. il faut vraiment savoir que ils vont peut-être grossir s'ils n'ont pas beaucoup de dépenses, ça c'est Mm. sûr. Il faut quand même une activité tous les jours, des promenades. Mais c'est une catégorie qui est très, très importante, aussi notamment parce que on inclut les oméga 3 qui ont un effet, c'est un aliment fonctionnel, Mhm. qui ont un pouvoir, qui a un pouvoir anti-inflammatoire très, très, très important et qui est aussi important dans l'assimilation de tout ce qui est vitamines liposolubles. Mhm. Donc A, D, E, K, ADEC. Bien, ok. Et en plus, par rapport au système neurologique, Mhm. toutes les membranes, elles ont des lipides. Donc, il faut vraiment qu'on n'oublie pas l'importance d'introduire les lipides dans l'alimentation de nos animaux. Oui, effectivement, c'est très important. C'est comme pour nous, des acides, de bons acides gras essentiels. En plus, il faut tenir compte, bon, on va pas développer parce que c'est aussi très technique, qu'il faut un bon rapport entre les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 effectivement, font partie des aliments fonctionnels, puisqu'en plus, ils jouent un rôle très important à partir du moment, encore une fois, que le ratio entre 3 et 6 soit respecté au niveau de la peau et du poil notamment. Tout à fait. Encore pour revenir à l'alimentation fonctionnelle, qu'est-ce que c'est un aliment fonctionnel? Donc, dans ces trois catégories, selon la nutrigénomique, ces aliments, ils vont envoyer une réponse positive. On va dire tout simplement une réponse positive au niveau des gènes. Mhm. D'accord? L'organisme, donc l'épigénome, c'est la partie qui va décodifier Mhm. dans la cellule, dans l'ADN. Il va dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. Pas faire le tri. Exactement. Il va faire le tri et puis il va envoyer ce message à l'intérieur de nos cellules. Mhm. Donc, dans le noyau, nous avons l'ADN. Donc, Mhm. il va faire ce pont pour envoyer une expression génétique. L'expression génétique, c'est justement cette réponse. Est-ce que on va avoir une réponse positive ou négative? Positive pour nous, c'est prévenir des maladies, par exemple. Mhm. Ou même, si un animal il est malade, pouvoir revenir en arrière et envoyer cette information pour que l'animal il retrouve une bonne Bonne santé. réponse. Mhm. Pardon? Une bonne santé, enfin qu'il Une trouve bonne la bonne santé, réponse pour retrouver la exactement. bonne santé. Une bonne santé. Donc, en fait, c'est tout simple. Ces aliments qu'on va envoyer
qu'on va ingérer, qu'on va donner à nos animaux pour qu'ils ingèrent, ils vont le digérer. Après, une fois qu'ils reçoivent au niveau de la cellule, il faut juste que j'explique comment ce pont il se fait aussi. Ça, c'est très important. Donc, pour revenir à notre cellule, nous avons la cellule, nous avons le noyau de la cellule. À l'intérieur, il y a l'ADN. Mhm, Cet ADN, il est couvert par des protéines qui s'appellent les histones. mhm, Donc, c'est là que ça se passe en fait. Les histones, elles ont comme des petites antennes. Donc, ça crée une antenne haut. Ils appellent aussi comme si c'est une queue, la mhm. queue de l'histone. Euh, et puis, cette queue des histones, elle va recevoir l'information, les marqueurs épigénétiques, c'est cette information, en fait. Et puis, il va décodifier un bon ou pas bon pour l'organisme. En fait, la voie de la santé ou la voie de la maladie. D'accord, en fait, quelque part, c'est la frontière, quoi. C'est bon, tu peux passer, c'est pas bon, tu passes pas. L'épigénome, il fait ça en fait. Il D'accord. débute cette réaction, ces réactions chimiques pour envoyer ces informations au gène pour qu'il code pour des bonnes réponses ou pour une mauvaise réponse. Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, enfin, ça me paraît très, très clair. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, si on arrive sur une bonne information, donc on décode que c'est une bonne information. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, par la suite, donc, comment préparer un bon aliment pour une bonne recette pour l'animal? C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que oui, pour arriver à cette bonne information, à ce qu'elle soit acceptée et validée en tant que bonne, qu'est-ce qu'il faut faire en fait qu'est-ce qu'il faut préparer pour mettre dans les assiettes de nos chiens? Parce que là, on va parler du chien, puisque pour le chat, comme on l'a dit, c'est un carnivore strict. Et là, on parle de glucides. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans l'assiette, par exemple? Voilà, donc on revient aux trois catégories qu'on a parlé tout à l'heure, les Mhm, glucides, les protéines et les lipides. Donc dans les glucides, effectivement, il faut choisir des glucides fonctionnels. Qu'est-ce que c'est un glucide fonctionnel? Normalement, selon la nutrigénomique, ce sont des aliments sans gluten. mhm, Euh, À savoir aussi qu'il y a un point très très important que je parle toujours dans mes cours et dans mes consultations, parce qu'un glucide fonctionnel ou un aliment fonctionnel pour un animal, il peut être nocif pour un autre. Donc c'est là que je voulais revenir maintenant, c'est de trouver les intolérances, les sensibilités de chaque animal. Ça, c'est très important. On ne peut pas commencer, à mon avis, à faire un régime fonctionnel si on ne sait pas à quoi l'animal il est sensible. oui, Donc, donc on peut pas dupliquer en fait un plan nutritionnel à l'infini, se dire voilà j'ai 5 chiens donc les cinq ils vont manger de la même manière. je recommande pas du tout. Je recommande justement de faire cette approche individuelle. C'est un challenge pour le thérapeute. C'est beaucoup plus intéressant aussi pour nous parce que Mhm. on voit directement qu'un animal, il est complètement différent de l'autre, même si c'est la même race, la même âge. Euh, Oui, on n'a euh, pas ils n'ont pas le même métabolisme, enfin deux animaux même issus d'une même portée n'ont pas du tout le même métabolisme comme chez nous c'est pareil. Alors justement on va arriver à quelque chose d'extraordinaire dont tu m'as parlé donc qui est le bilan que tu vas proposer. Le bilan nutrition et santé. Alors, le bilan nutrition et santé, ça, c'est une approche que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est en fait un rassemblage, un résumé Mhm, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. De mhm. toutes les thérapies complémentaires, on peut les retrouver dans ce bilan. On peut faire sans ce bilan aussi parce qu'on a la connaissance. Ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on doit étudier vraiment en profondeur. Donc, on va passer des heures et des heures à étudier le cas. Ce que je trouve de très intéressant, c'est que avec ce bilan, c'est que ça me permet de gagner du temps.
Mhm. pour connaître la biologie de l'animal parce que c'est avec une prise de sang. Donc, on récolte le sérum de l'animal. Mhm. Donc, c'est avec une prise de sang. On a un kit, on envoie le sérum au laboratoire qui prépare euh, l'examen. Après, on reçoit un rapport. Et dans ce rapport, il faut avoir des connaissances de médecine chinoise, de biologie fonctionnelle, d'homéopathie, de phytothérapie. Donc, il faut qu'on étudie quand même avant de pouvoir utiliser ce bilan, si on veut le faire de la bonne manière. Oui. Alors, Euh, une petite précision, donc ce bilan-là, donc lorsque nous sommes juste thérapeutes ou naturopathes ou thérapeutes spécialisés en nutrition pour animaux, alors on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de le prescrire, donc il faut absolument, donc ça c'est pour les élèves ou thérapeutes animaliers qui nous écoutent, il faut absolument conseiller à vos consultants, donc aux gardiens donc de vos consultants animaux d'aller voir leur vétérinaire et de demander un bilan biologique. Alors, tu vas peut-être nous expliquer après qu'est-ce qu'on va demander sur ce bilan précisément. Ou est-ce que c'est un bilan sanguin comme les autres, ou est-ce qu'il y a vraiment des marqueurs bien spécifiques? Et donc, et à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir lancer donc notre travail d'investigateur. Une fois qu'on a les résultats, pour pouvoir mettre en place un plan nutritionnel qui va venir tout simplement combler les déficits et à quel niveau ils vont se trouver avec les différentes approches qu'on a pu étudier ou pas, ou aussi nous donner envie d'approfondir et d'étudier des approches qui vont nous manquer pour pouvoir lire, interpréter le résultat de ce bilan biologique nutritionnel, puisque le but, c'est ça, hein, c'est de pouvoir mhm, composer l'assiette du chien en fonction des résultats de ce bilan biologique. mhm. Ce bilan biologique, pour moi, c'est un complément Mhm, pour pouvoir faire justement ce régime. mhm, Parce avant d'arriver à ce bilan nutritionnel, on a encore d'autres étapes, notamment les intolérances alimentaires qu'on était en train de discuter. mhm. Pour ça, il y a deux approches. Il y a l'approche de la biorésonance. C'est Oui, aussi, j'utilise aussi avec une prise de sang et j'envoie un confrère qui a cette machine, cet appareil qui, après, il m'envoie un petit rapport avec les aliments que l'animal il est intolérant. Il y a aussi une approche plus conventionnelle que tous les mhm, vétérinaires ont accès avec une prise de sang. Ils envoient au laboratoire et le laboratoire, il envoie aussi la liste d'aliments avec des intolérances. Ensuite, le bilan nutrition et santé. Donc, c'est un bilan à la base pour les humains, mhm. développé par Dr Jean-Yves Henry, un médecin français. Et justement, ici en Suisse, nous sommes deux ou trois vétérinaires à utiliser ce bilan parce que justement, on a étudié la biologie fonctionnelle, l'homéopathie dans cette école de Jean-Yves Henry, de Dr Jean-Yves Henry. D'accord. Donc, on a pu adapter aussi pour nos animaux. Et je vois l'importance parce que justement, en sachant la médecine chinoise, l'homéopathie, ce bilan, il nous donne un résumé des défaillances biologiques de l'animal, Mhm, que même des fois, il n'y a pas de symptômes, l'animal, au niveau clinique, il va bien, mais avec ce bilan, comme c'est un bilan biologique, la biologie, elle précède toujours la clinique. mhm. Donc, on est un pas avant, on est dans la prévention tout le temps avec cette approche. Et pourquoi j'aime beaucoup ce bilan pour faire un régime alimentaire? On revient dans notre partie de médecine chinoise aussi, parce que c'est un complément. Par exemple, j'ai un animal qui, dans ce bilan, il est par exemple intoxiqué. Mhm. Parce que le bilan, il nous donne des réponses euh, des dysfonctions métaboliques ou biologiques de l'animal, intoxiqué, lymphoïde, vasculaire, déminéralisé, acide et dystonique.
Mhm. Il y a tous ces pôles. Quand on connaît la médecine chinoise et l'homéopathie, on va les classer aussi dans les catégories de la médecine chinoise. Par exemple, intoxiqué, c'est le bois en médecine chinoise. On est dans l'élément bois. Mhm. Si on décodifie au niveau organique, on est dans les organes foie et vésicule biliaire. Mhm. Donc, la médecine chinoise, en étudiant les aliments de la médecine chinoise, selon cette vision, je peux aussi utiliser cette information qui me donne la médecine chinoise pour aider l'animal. Et on est Parce d'accord que la particularité de la médecine chinoise, c'est aussi, bah, et surtout la dimension énergétique des organes fonction. exactement, exactement. Donc, en étudiant les mouvements de la médecine chinoise, donc on a 5 mouvements aux 5 éléments de la médecine chinoise, on va les classer dans ce bilan nutrition et santé. Très bien. Donc, on fait, tout est complémentaire et tout se rejoindre et on peut aller plus vite si, dans le diagnostic et dans le traitement. On regarde le rapport et on sait déjà dans quelle catégorie l'animal il est. Est-ce qu'il est dans une phase bois, médecine chinoise, intoxiqué, selon cette vision fonctionnelle? Mhm. Donc, je vais choisir plutôt des aliments selon la médecine chinoise, qui vont aider l'élément bois, Mhm. notamment le foie et la vésicule biliaire, par exemple. Un exemple tout simple. Et donc là, par exemple, dans ce cas de figure-là, tu partirais sur quelle approche, justement, pour détoxiner le foie et la vésicule biliaire? L'approche, tu dis, par rapport à la médecine chinoise ou Que- à que- l'alimentation? Non, ce serait si tu devais mettre un protocole en place, donc avec des substances naturelles pour venir détoxiner, donc puisqu'on parle d'intoxication, euh, qu'est-ce que tu mettrais en place comme Comme approche aliment, naturelle? comme aliment et Comme aliment, oui. comme aliment. Alors, dans le pôle bois de la médecine chinoise, nous avons beaucoup les aliments de couleur verte parce que la beauté de la médecine chinoise, c'est qu'il y a cette relation aussi avec les couleurs. Mm. Donc, Puis le vert, puis le vert, c'est l'oxygène. exactement la chlorophylle. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on pense d'abord? Plante, phytothérapie. Si on Mhm. a un animal intoxiqué, on pense directement à une plante. Alors, à n'importe laquelle? Normalement, il y a des plantes qui sont plus spécifiques de chaque organe aussi. Et la médecine chinoise, elle nous apprend ça aussi. Il y a des plantes du pôle bois, plantes du pôle feu, plantes Mhm. du pôle terre, plantes du pôle métal et du pôle D'accord. eau. Pour Alors, le, on est quand même d'accord que même si on n'a pas ces connaissances en médecine traditionnelle chinoise, on peut aussi, d'un point de vue naturopathie, se dire il y a une intoxication, donc je vais apporter par la phyto de l'oxygène, donc des plantes et de la chlorophylle, donc des plantes qui vont avoir ces propriétés-là. Sans forcément enfin, avoir cette formation, sachant qu'effectivement, on va aller plus vite dans le diagnostic et dans la mise en place d'un protocole. Mais c'est aussi possible. c'est aussi possible. Et ce qui est très intéressant dans ce bilan, c'est qu'à la fin, il nous donne une proposition de thérapie. Très bien. Après, nous, avec on sans connaissance, de toute façon, on va jamais se tromper parce que le système, il choisit les plantes par rapport à cet animal. Donc, de toute façon, il va avoir besoin des plantes qu'il propose, le BNS. Après, nous, on peut encore aller plus loin. On connaît la phytothérapie, on va voir les effets de cette plante dans l'organisme. Mhm. On connaît l'animal, on sait qu'il a ce symptôme-là, ce symptôme-là, donc on va aller plus vite. C'est un bon résumé et on gagne beaucoup de temps. Et de mon expérience, je vois que quand on est dans la médecine complémentaire, des fois c'est trop empirique pour certains types de clients, certains types de personnes. Donc ils ont aussi besoin d'un outil
un papier ou d'une image qu'on puisse De justement données, ils ont besoin de données. de donner Mm. pour expliquer de quoi on parle, en fait. Et cet outil, je trouve qu'il est très intéressant pour ça aussi. Alors, j'ai une question. Alors, en France, je vais me renseigner, sauf si tu as la réponse. N'importe quel laboratoire peut faire ce BNS ou pas? Non, ce BNS, il y a qu'un laboratoire c'est le laboratoire MyBiobox, si je, Ensuite, si je me permets de de dire le nom. Donc, c'est MyBiobox, ils sont logés, au Luxembourg au et Luxembourg. D'accord. Luxembourg. Donc, pour ceux qui sont en Suisse, comme moi, je peux envoyer en Suisse parce qu'il y a aussi maintenant un laboratoire en Suisse, à D'accord. Sion. Mais pour tous les thérapeutes qui sont en dehors de la Suisse, il faut envoyer au Luxembourg. D'accord. Mais alors, une fois que le bilan est fait, c'est le vétérinaire qui envoie ou c'est le thérapeute qui récupère ou c'est le gardien du chien? Comment ça se passe? Enfin, toi, On a, j'imagine que c'est toi qui l'envoie parce que oui. en tant que vétérinaire, tu peux faire le prélèvement. Donc, moi, par exemple, si je vais chez mon vétérinaire pour le BNS, donc bilan nutritionnel santé, je donne l'adresse où je récupère l'échantillon et c'est moi qui l'envoie au Luxembourg. Donc, si j'ai bien compris, il y a un kit pour ça. Donc, en fait, il faut qu'on demande le kit au préalable au laboratoire. On va chez le vétérinaire et ensuite on l'envoie, nous, enfin, le gardien du chien, c'est ça? On a cette possibilité, effectivement. Donc, si vous avez le kit, je vais parler de plusieurs possibilités. Donc, dans Oui. mon cas, médecin vétérinaire qui travaille avec cette approche, avec ce bilan. Donc, je commande au laboratoire les kits. Mhm. J'ai une série toujours au cabinet. Je prends le sang. L'importance ici, c'est que le sang, il ne doit pas être mélangé dans le tube. Donc, il D'accord. doit rester dans la verticale d'un jour à l'autre. D'accord. Le lendemain, on récupère le sérum Mhm. avec une pipette qui est dans le kit. C'est tout simple. On récupère le sérum, on met dans un autre tube. Mhm. On prépare les étiquettes, on remplit le formulaire, on envoie le paiement avec dans le kit Mhm. au laboratoire et on va à la poste avec le kit. Très bien. Donc, ou bien le vétérinaire, il fait ça. Donc, Mhm. il va peut-être vous facturer un petit peu plus parce qu'il y a ce travail en plus aussi. Mhm. Ou le thérapeute ou le propriétaire, il peut aussi s'organiser avec le vétérinaire et dire qu'il va lui-même chercher le kit une fois que le sérum il est récolté, que le kit est préparé et lui-même aller à la poste. Alors, quand on travaille à distance, ça va pas être possible. Donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, ce soit le gardien de l'animal qui, bah, une fois que le prélèvement est fait auprès du vétérinaire, sans mélanger le tube, il récolte le sérum et que ce soit lui qui envoie directement et dès qu'il reçoit le résultat, il le transmet à son thérapeute. Oui, on peut aussi faire comme ça. J'ai travaillé avec des confrères au Portugal Mhm. et c'était le cabinet vétérinaire, donc les assistants qui ont fait le nécessaire, qui sont allés à la poste. Euh, Mhm. donc le propriétaire, il a rien fait en fait. D'accord. Enfin, c'est un peu comme on fait une prise de sang et qu'ils n'ont pas, pour un taux de progestérone, et qu'ils n'ont pas l'appareil et qu'il faut qu'ils envoient à un labo. Effectivement, on paye le travail en plus, ce qui est tout à fait logique. Ok, mais du coup, c'est Exactement. possible pour tout le monde, qu'on soit en France, en Belgique, en Suisse, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de laboratoire en France pour le Mhm. BNS, mais il y a le laboratoire au Luxembourg. Et en Suisse, bah, vous avez un labo en Suisse, ce qui reste très pratique. Oui. Très bien. Alors, moi, j'avais une question à te poser concernant l'alimentation naturelle versus croquettes, mais tu as déjà plus ou moins répondu, sachant que on peut, à partir du moment qu'on est sûr de la qualité de certains animaux, mais bon, faut-il encore, euh, pour le thérapeute, savoir traiter les pathologies par rapport à cette alimentation-là. C'est vrai que moi, je prône plutôt une alimentation que j'appelle vivante, innée, et qui est le cru en tout cas, c'est ce que je donne à mes chiens. Après, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, je le préconise, mais je n'oblige pas.
pour différentes raisons. Beaucoup de personnes ne peuvent pas, ne veulent pas passer au cru. Euh, et donc, à ce moment-là, effectivement, le BNS peut être une solution pour les thérapeutes qui sont, on va dire, dans la médecine intégrative et non pas extrémiste. Laisser aussi le choix et préconiser du coup de l'alimentation industrielle puisque les croquettes restent en opposition au cru, une alimentation industrielle, mais il peut avoir des croquettes et il y a de qualité. Et ensuite, bah, venir avec des compléments puisque de toute façon, même dans le cru, ça ne suffit pas aujourd'hui. Je suis bien placée pour le savoir, puisqu'il faut faire des cures de compléments alimentaires, puisque même au niveau des viandes, on n'a pas la qualité de viande, même pour nous, qui pouvait avoir à l'époque de nos arrière-grand-mères, puisque les sols étant très pollués, et également l'air, donc les animaux ne vont pas avoir une qualité d'herbe ou d'eau ou d'air qu'ils pouvaient avoir auparavant, donc forcément, on va être obligé de complémenter ou de supplémenter selon le cas avec bah, des approches naturelles, de la phyto. Alors moi, je travaille beaucoup avec la mycothérapie, euh, la gémo, entre autres choses. Euh, alors, avant de finir, j'aimerais que tu nous dises, donc que tu proposes des formations, donc notamment à l'alimentation fonctionnelle une fois par an, si je me trompe pas. Oui, exactement. Je me permets juste de revenir à ton dernier point. Oui, Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a plusieurs catégories d'alimentation naturelle aussi. oui, Euh, Normalement, les scientifiques, ils classent le barf vraiment comme dans le haut de la qualité, de la fonctionnalité pour les animaux. Après, dans l'alimentation naturelle, il y a plusieurs approches. Il y a celui notamment qu'on a vu aujourd'hui de la médecine chinoise. Il y en a d'autres avec os, sans os, donc etc., etc. Pour aussi te rejoindre dans la qualité, dans la fonctionnalité des aliments, effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver à 100% un aliment fonctionnel dans ces trois catégories qu'on a vues, glucides, protéines et lipides. alors, je te coupe juste un instant pour indiquer que on soit dans une alimentation naturelle au cru ou qu'on soit dans une alimentation industrielle aux croquettes, même de qualité. Quel que soit le choix, même dans le cru, il faut faire attention à la qualité, très attention à la qualité de la viande, des abats ou des légumes qu'on va choisir. Et surtout, quel que soit le mode d'alimentation, il faut surtout pas, enfin, il faut surtout éviter Mhm. ce qu'on appelle les sous-produits au niveau de la viande, donc les carcasses, par exemple, les pâtes, etc. Il faut Mhm. surtout éviter, lorsque vous lisez les compositions, encore une fois, croquettes ou crues, si vous avez des sous-produits donc animaliers, il ne faut pas choisir ce type d'aliment-là. Ce n'est pas du tout la bonne protéine qu'il faut. Il faut savoir que la protéine, on va la trouver dans le muscle hein, de l'animal. C'est ça la bonne protéine. Les Euh, viscères aussi. pardon, j'ai pas entendu. Les viscères aussi. Les viscères, on a effectivement les abats où on va trouver également beaucoup de vitamines indispensables et essentielles au bon fonctionnement et à la bonne santé de nos animaux. Voilà, donc je fais juste cette petite parenthèse parce que voilà, on voit on va dire, la majorité des marques de croquettes qui sont proposées. Mais également au niveau du barf, il y a beaucoup de sociétés qui proposent du barf et où on voit des carcasses, donc les parties les moins nobles, broyées avec la chair. Et ça, ce n'est pas bon non plus, même si c'est du cru. Oui, tout à fait. Donc, pour te rejoindre, ces aliments, même si c'est du cru, c'est pas fonctionnel.
Donc, Mm, ça rentre pas dans notre catégorie d'alimentation fonctionnelle. Pour revenir encore une fois à ce point, il y a plusieurs points pour dire qui un aliment est fonctionnel ou pas. Donc, libre de produits chimiques, d'hormones, d'antibiotiques, biologiques, sans organismes modifiés aussi génétiquement. mhm, Et puis qui envoie justement cette information saine à l'animal. Donc, c'est-à-dire, pour un animal, par exemple l'agneau, il est super, excellent, mais pour un autre animal qui est intolérant ou sensible à cette protéine, il faut pas donner parce que c'est pas du tout fonctionnel. Donc, c'est vaste en fait. Quand on parle de fonctionnel, on peut penser c'est du barf, ou c'est du cru, ou mm, c'est des aliments qu'on achète au supermarché, mais pas du tout parce que si c'est un aliment contaminé avec des produits chimiques, mm. c'est pas fonctionnel. Effectivement. Et même si vous êtes sur du bio, alors sachez que le bio est un mode de culture. Donc, c'est comme le sucre, hein. Au début du bio, les gens disaient, bah, je vais acheter des bonbons, mais ils sont bio. Alors, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour la santé. Donc, c'est pareil pour tout. Il faut lire les compositions et effectivement, comme tu dis, il faut que l'aliment, que ce soit pour les animaux, pour nous, il faut qu'il soit fonctionnel. Et l'appellation bio ne fait pas d'un aliment un aliment fonctionnel. Ça, c'est très important de le Exactement. rappeler également. Tout à fait. Par rapport aux croquettes, si j'ai des clients qui me demandent, moi je veux rester, j'ai pas la possibilité de faire la cuisine, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, est-ce que vous pouvez me conseiller des croquettes? Quels sont les critères que vous recommandez quand on choisit les croquettes? Et Mhm. ça, c'est pour revenir aussi à ta dernière question. Donc effectivement, regardez la composition. Je dis aussi de mettre de côté tout ce qui est sous-produit des animaux parce qu'effectivement, on ne sait pas la qualité des protéines, notamment. Euh, je choisis toujours les croquettes pressées à froid. Oui. Justement, c'est une question que j'allais te poser. Alors, il y a très peu de fabricants. Alors, il y en a en France, il y en a en Suisse, tu m'en as parlé. Donc, c'est vrai qu'on on peut pas citer, on va pas citer de marque. Mais effectivement, il faut lire composition et puis surtout les modes, bah, comment c'est fabriqué. Effectivement, il faut privilégier. Donc, la plupart des marques aujourd'hui proposent des croquettes qui vont être extrudées. Donc, en fait, extrudées, ça veut dire que ça va monter très, très haut en température. Et en fait, on va détruire les nutriments et les micronutriments qui vont être sur la composition, sur la recette. Donc oui, ça va figurer sur l'emballage, mais il va rester que des résidus parce que ça a été chauffé à une température très élevée. D'où l'importance effectivement de prendre, comme une huile végétale, vierge d'ailleurs, de prendre pressée à froid et non pas chauffée à des températures trop élevées. Tu fais bien de faire cette remarque. Exactement. C'est deux, trois critères que j'utilise quand je parle des croquettes, effectivement. Alors, il y a aussi une autre alternative, c'est effectivement la ration ménagère. Et je voudrais en parler également, puisque on se dit, bon, je suis pas pour le cru, je veux pas les croquettes, moi je préfère faire à manger pour mon chien. Alors, c'est pareil. Si vous faites trop cuire votre viande ou ce que vous allez donner à votre animal, en fait, il y aura plus de nutriments à l'intérieur. Si c'est cuit à une température trop élevée, il faut savoir qu'à partir de 90 degrés, on va détruire les vitamines et les micronutriments, les nutriments de la préparation que l'on veut faire. Donc, moi, je suis tout à fait pour une ration maison équilibrée, avec des produits nobles, effectivement, et sains, qualitatifs, mais il faut privilégier la cuisson vapeur, alors pas n'importe laquelle, mais vapeur douce, c'est-à-dire en dessous de 90 degrés. Et en fait, bah, nous pouvons avoir beaucoup de cuits vapeur à la maison. Si vous n'avez pas le bon,
Euh, il existe des thermomètres aujourd'hui de cuisine. Il ne faut vraiment pas que vous dépassiez les 90 degrés et ce n'est pas nécessaire non plus de laisser cuire pendant 10 minutes parce que vous allez détruire, vous allez remplir du coup votre animal. Oui, il va manger, il va se remplir, mais ça ne va pas le nourrir. Et pour moi, c'est une notion très importante puisque donner des haricots verts complètement cuits, euh, ça n'a aucune valeur nutritive. Déjà, lui donner un haricot vert entier, normalement, lorsqu'on donne des légumes à un animal, si on le donne en entier, il va pas le digérer, ça va sortir dans les selles. Souvent, pour qu'il soit bien assimilé, que l'absorption se fasse dans la muqueuse intestinale, l'idéal serait qu'il soit à peine cuit ou cru en purée. Mhm. Super. Exactement, je suis d'accord. Je note toujours dans mes recettes aussi je mets le terme broyer. Broyer, c'est pas vraiment purée, mais c'est presque. Donc, Mm, c'est déjà un petit peu prédigéré. oui. Euh, et je trouve qu'effectivement, c'est très important pour la digestion, l'assimilation. Et même les clients, ils nous disent que au niveau des selles, ça se voit les morceaux. Donc, l'animal, il a rien profité de ce qu'il a mangé. Ça, Non. c'est une bonne façon aussi d'apprendre aux propriétaires de regarder les selles, parce que c'est direct. On voit directement l'assimilation, par rapport aux aliments qu'il a mangés. Et d'où l'importance, effectivement, de vous faire accompagner, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet, le barf ou la ration ménagère, etc. Mais il y a des subtilités comme ça qui sont aussi fonctionnelles, puisqu'encore une fois, un légume entier ou coupé grossièrement n'a rien de fonctionnel, puisque ça va ressortir dans les selles. En revanche, donc effectivement broyer ou râper. Donc je donne toujours l'exemple de la râpe à parmesan et non pas la râpe à gruyère. Donc la râpe à parmesan, donc si on prend un légume et qu'on le râpe, il va avoir du jus et il va avoir la fibre du légume qui est râpé. Et donc là, effectivement, elle va être biodisponible donc pour l'animal. Elle va être mieux absorbé, mieux assimilé, mieux digéré, et on va quasiment pas le voir dans les selles parce que ça aurait été absorbé dans la muqueuse intestinale, alors que si vous donnez avec la râpe à gruyère, bah, vous allez voir les morceaux de carottes, de courgettes dans Mhm. les selles, donc il aura absorbé très très peu de nutriments. Exactement, super Carmen. Pour te répondre, par rapport aux formations que je donne, Oui. je collabore avec trois écoles où je donne des formations en Suisse. Mhm. Euh, la prochaine, c'est prévu ce mois. Et les autres, c'est l'année prochaine, 2025, 1 juin. Et c'est justement sur les thèmes qu'on a parlé aujourd'hui, le bilan nutrition et santé, cette approche, la médecine chinoise, l'alimentation fonctionnelle, la vision aussi selon la médecine chinoise. Et puis aussi d'autres thèmes comme tu as parlé tout à l'heure, la mycothérapie, l'argilothérapie, L'algothérapie. oui, apithérapie, donc peut-être un petit peu plus tard l'ozonothérapie. Pour le moment, c'est pas encore dans mes cours, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est surtout toutes les thérapies que je pratique dans ma pratique de tous les jours au cabinet. D'accord. Donc, ta formation cette année a lieu au mois d'octobre. Donc, tu en fais une par an en Suisse. Donc, elle est ouverte à tout public, donc on n'est pas obligé d'être vétérinaire. On peut s'inscrire. Je mettrai ton email en bas de cette interview donc sur la chaîne YouTube de l'ESNA lorsqu'elle sera diffusée pour les personnes qui seront intéressées, que vous soyez simple amoureux passionné d'animaux, que vous soyez thérapeute animalier, naturopathe ou autre, ou que vous soyez vétérinaire et que vous vous intéressez aussi à cette dimension de nutrition et d'alimentation fonctionnelle, vous pouvez prendre des renseignements auprès de Marisa pour ses prochaines formations. Parfait. Merci beaucoup, Carmen. Alors, merci à toi, Marisa, d'avoir accepté notre invitation.
Je te dis à bientôt, donc certainement pour le thème de l'ozonothérapie, pour qu'on puisse faire connaître merveilleuse approche et outils, puisque l'ozonothérapie, bon, il faut quand même avoir ce qu'il faut pour le faire et pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Carmen. C'était vraiment un plaisir. Merci encore pour l'invitation. Merci, à bientôt.